Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. C'est pour moi un réel plaisir d'animer pour vous cette émission spéciale consacrée à cette période où nous célébrons l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une personnalité, j'allais dire. Nous recevons pour vous une personnalité et pas les moindres. Vous le connaissez si bien, il est très particulier, puisque sur le plan historique, il est cultivé, mais de base, il est géographe. Je voudrais vous présenter sur ce plateau le professeur que vous connaissez, le professeur Léon Bani Biobigou, qui a accepté de venir sur ce plateau pour nous parler de la période précoloniale, coloniale et accession à l'indépendance du Dahomey. C'est le sujet sur lequel nous allons débattre pendant 52 minutes. Léon Bani Biobigou, bonjour professeur. Bonjour mon frère. Merci beaucoup pour m'avoir fait cet honneur de venir m'entretenir un peu avec notre peuple et par rapport à notre histoire. Parce que l'histoire, c'est quelque chose d'important, absolument important, puisque c'est l'histoire qui va être notre guide. Et je dis bonjour aux Béninoises et aux Béninois qui nous écoutent. Et je leur souhaite par anticipation. Bonne fête de l'indépendance. Bonne fête du 1er août. Et aujourd'hui, on en a 65 ans. 65 ans. Oui. 65 ans, voilà. C'est important. C'est très important. Vous l'avez dit. Absolument. Et vous parlez de l'histoire alors que vous êtes professeur titulaire de géographie humaine des universités et CAMES. Vous êtes enseignant et chercheur. Vous êtes administrativement à la retraite puisque un chercheur ne peut pas être à la retraite. Absolument, absolument. Comme je l'ai dit, et par rapport à notre promotion lorsqu'on est arrivé à l'université, et on avait des choix à faire. Le choix, c'est histoire et géographie. Oui. Donc, la première et deuxième année, on fait les deux matières. 6 matières en histoire, 6 en géographie. Très bien. Et première année, deuxième année, c'est à partir de la troisième année qu'on nous demande de changer, enfin de choisir. Comme moi, je me sentais aussi bien à l'aise dans l'un comme dans l'autre, beaucoup de mes camarades sont allés en histoire. Et finalement, j'ai dit, mais moi, je vais en géographie. Bien sûr. Voilà comment je suis parti en géographie. Mais dans le même temps, je ne sais pas s'il y a un seul phénomène aussi bien social, économique, qui n'a pas de passé, qui n'a pas de début. Vous comprenez bien. Et c'est sur cette base-là que j'ai évolué et j'ai choisi comme thème de ma thèse doctorat population et développement économique. J'ai travaillé sur les deux pays, le Bénin et le Niger, à la frontière. Donc ma thèse a porté sur les deux pays, le Bénin et le Niger, la vallée bénino-nigérienne du fleuve Niger, population et développement économique. Et en parlant de la population, de leur développement, vous devez vous intéresser à tout. À tout. Vous devez vous intéresser à tout. Et commencer toujours par le passé. Et vous touchez à tout alors. Exactement. L'histoire, en histoire. Exactement, la géographie, la sociale, l'économique et tout ça là. Donc voilà pourquoi, dans mes recherches, qu'on le veuille ou pas, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes obligé de chercher à savoir d'où ça a commencé. Très bien. Où on en est. Et comment ça peut évoluer. Bien vous ça. comprenez oui, bien. Absolument. Alors donc voilà pourquoi moi, et par rapport à mes recherches, j'ai mis beaucoup. Et c'est justement pour comprendre comment ça a commencé, où est-ce qu'on en est, comment ça a évolué, que vous êtes dans ce studio pour nous parler un peu de ces 3 périodes, la période précoloniale, la période coloniale, et puis maintenant la marche vers l'accession à l'indépendance, à notre indépendance. Absolument. Et voilà, cher professeur, je vais y aller tout de suite par la première question. Quels étaient les principaux royaumes ou empires, si on peut le dire, je peux dire, empires, et qui existaient au Bénin avant donc, la colonisation? Voilà, donc, puisque vous avez dit au Bénin, avant la colonisation,
Et on peut... oui, bien non, on parle bien sûr, ça s'étend, hein, bien sûr, ça s'étend. En dehors des limites humaines. Bien sûr, bien sûr. Et quand, vous voyez, on a de la période je précoloniale. vais dire au Dahomey. Je vais dire au Dahomey. Non, même pas au Dahomey nécessairement. Bon, notre pays, c'est hier le Dahomey, aujourd'hui le Bénin. Tout à fait. Et lorsque on aborde ces questions-là, et précolonial, ça veut dire que ce sont les Africains qui étaient eux-mêmes, qui avaient leur organisation, leur structure traditionnelle. Exactement. Ce n'était pas imposé de qui que ce soit. C'est ça. Et par rapport à cela, et ces peuples avaient leur manière d'entretenir des relations. Absolument. Il y a des relations de bon voisinage, et il y a aussi des relations conflictuelles. Donc ces rapports conflictuels, justement, sont souvent à la base de la création de ce que nous appelons les structures traditionnelles qu'on appelle royaumes. Parce qu'il n'y a pas des peuples qui vivent sans leur structure traditionnelle, peu importe la taille. Je dis bien peu importe la taille. Donc c'est ainsi que si un certain nombre de chefferies, d'une manière ou d'une autre, peut-être c'est l'une d'entre elles qui, par rapport à leur vision, par rapport à leur ambition, soit par épée maniée ou par diplomatie, on arrive, n'est-ce pas, à se faire respecter, à se faire par les autres. Et là, c'est ainsi qu'un certain nombre de chefferies regroupées, mais qui reconnaissent quand même l'attitude, le bon comportement de l'un de leurs, oui, est élevé du point de vue politique. Je dis bien du point de vue politique. Quand on dit politique, là, il ne faudrait pas croire que c'est la politique politicienne que les gens. La politique, c'est tout peuple qui a sa manière de se diriger. D'accord. La manière de se gérer. Techniquement, se gère. Donc, il ne faudrait pas que les gens croient que c'est la politique politicienne. Lorsque des élections arrivent, tout le monde ou à gauche, à droite. Non. La politique, c'est la manière dont une communauté s'organise pour ses intérêts personnels ou ses rapports avec les autres. Et c'est un certain nombre donc, de chefferies retrouvées qui se retrouvent du point de vue politique qu'on appelle royaume. D'accord. Vous comprenez bien. Très bien. Alors le royaume, le roi, il est d'abord responsable de sa communauté, de son milieu. Tout à fait. Et mais lorsqu'il y a un problème qui concerne tout le monde, alors il devient une référence et on travaille ainsi de suite. Et donc, voilà comment naissent les royaumes. Donc, c'est un roi, c'est lui qui gère l'aspect politique, donc l'aspect des rapports, des relations entre les individus. Et c'est ainsi que chaque peuple, je dis bien, chaque peuple avait sa manière ou ses manières de régler des conflits. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes ensemble qu'il n'y a jamais de problème. S'il y a des conflits, s'il y a des activités, leur manière, n'est-ce pas, de les gérer. Et là, ceux qui constituent les responsables, sont là qu'on élève à un niveau plus élevé par rapport aux autres. Et maintenant, lorsqu'il y a un ensemble maintenant de royaumes, quand on arrive que parmi les rois, il y a un, soit par l'épée maniée, comme je l'ai dit, puisque nous sommes toujours dans la période précoloniale, où par négociation, et par courtoisie, on en arrive à avoir un grand ensemble. Et c'est cet ensemble-là qui est élevé à un niveau plus élevé qu'on appelle empire. Voilà. Après l'empire, ce n'est que le bon Dieu, vous comprenez bien. Après l'empire, ce n'est que le bon Dieu. Non, ce n'est que le bon Dieu. Est-ce qu'on avait des empires? Ah oui, eh bien écoutez. Quels étaient ces empires? Quels étaient ces royaumes? Est-ce que vous pouvez nous en rappeler rapidement? Rapidement, vous savez, il y a au niveau de nos populations, actuellement au Bénin là, vous pouvez parler de l'Afrique, il y a des peuples qu'on appelle les peuples qui sont renfermés sur eux-mêmes. Et ils ont leur structure. C'est là, n'est-ce pas, que certains chercheurs appellent donc les peuples à structure acéphale. C'est-à-dire que comme s'ils n'avaient pas de tête. Non, chaque structure a une tête. Donc vous comprenez bien. Une structure acéphale. Et c'est par rapport au royaume où il y a un roi, vous comprenez bien, avec tout ce qui entoure le royaume, la personnalité, et au-delà, qu'on appelle l'empire. Donc, il n'y a pas un peuple qui soit seul, sans pouvoir, sans organisation interne, sans structure interne, ça n'existe pas.
Vous comprenez bien. D'accord, je suis. Et nous avons ces types-là. Au niveau de notre pays, on a tous ces cas-là dans notre pays. Et quand, je connais un peu, vous avez entendu parler de l'Empire du Ghana. Bien sûr. Vous avez entendu parler de l'Empire du Mali. Tout à fait. Vous avez entendu parler de l'Empire de Kanem-Bornou. Donc, il y a donc ces éléments-là qui existent bel et bien. Et vous verrez, dans l'histoire de l'Afrique, de façon générale, lorsque vous entendez parler de l'Empire ou de ceci-là, comme je l'ai dit, ça naît de deux manières. L'Empire Songhai, voilà, l'Empire Songhai. Et quand je parle de l'épée maniée, alors là, vous comprenez, ce n'est plus avec sourire aux lèvres, là. Et lorsque vous avez les guerres, c'est le plus fort qui l'emporte. Et c'est ça, justement, qui marquait l'histoire de ce que nous appelons avant la pénétration coloniale. Alors, à ce niveau-là, quand on en a... Et au niveau de notre pays, vous voyez, quand on dit le royaume d'Abomey, vous voyez à l'époque comment ce royaume est né, vous comprenez, comment ce royaume-là est né. Et par rapport à quand on dit dans Homer, ils ont les explications, puisque c'est toujours quelqu'un ou bien un groupe qui reçoit d'autres pour pouvoir s'installer. Et parmi ceux-là qu'on a reçus, il y en a qui développent, comme on appelle, une ambition. Et pour devenir finalement le maître, quoi, alors qu'en réalité, au moment où il voulait s'installer, c'était avec un sourire aux lèvres et tout ça. Et c'est ceci qui est arrivé avec quand on dit le Dahomey là. Oui. Mais quand même leur culture, ceux qui sont dans leur culture, ils savent très bien l'origine que c'est plus avec sourire aux lèvres là. Vous comprenez bien. Oui. Donc, et c'est comme ça que avec ces rois, ne nous faisons pas d'illusions quand on parle de la traite négrière. En réalité, la traite négrière que nous connaissons, en réalité, ce sont les Africains eux-mêmes, en leur propre niveau, qui, à travers les guerres, à travers les conflits, qui en arrivaient en dehors de ceux qu'ils tuent, qu'ils éliminent, il y en a ceux qui prennent, n'est-ce pas, comme esclaves. D'accord. Et parmi ceux-là, qu'on le veuille ou pas, il y avait le trafic des Noirs, des nègres, vous comprenez bien. Absolument. En Afrique, on connaissait tout ça. Absolument. Et il y en avait qui étaient contre ce trafic, mais il y en a qui, c'est par là justement, qu'ils se sentaient à l'aise. Très bien. Donc, ça fait que, au niveau du continent africain, on avait ces problèmes-là. C'était donc les plus forts qui imposaient les lois. Et parmi ces esclaves, il y en a qu'on gardait au palais. Pour les corvées et tout, mais comme c'est à travers les différentes guerres, il y en a qui vont vendre, je dis bien vendre, il y a des marchés d'esclaves au niveau. Quand on prend notre pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y avait des lieux où on vendait les esclaves lorsqu'on prenait. Et ça, c'est à cause des Berbères et les Arabes qui ont inspiré cela de la Méditerranée pour traverser, n'est-ce pas, c'est à eux qui le vendaient cela. Je dis bien, c'est à eux qui vendaient cela. Et entre l'Europe et les Arabes et tout ça, ils avaient ces relations-là, mais c'est à travers eux qu'ils ont découvert, n'est-ce pas, les Noirs, qui sont beaucoup plus solides, beaucoup plus résistants, pour qu'on en arrive à parler de commerce triangulaire, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Et on a encore les sites qui sont là. Absolument. Donc, absolument. Ça veut dire, en nous-mêmes d'abord, il y a ces problèmes-là. Bon, n'allez pas bénir celui qui vous traduit en esclavage et tout. Et ceux-là, qui sont à la maison pour les corvées, c'est parmi eux qu'on envoie pour les travaux agricoles, puisque ceux qui vont à la guerre, ils doivent quand même être entretenus du point de vue alimentaire et tout, non plus le temps d'aller cultiver. Ceux qui font ce travail-là pour eux. Et c'est ainsi qu'ils s'enrichissaient. Alors, avec ce trafic triangulaire, vous avez vu, on en est arrivé. Donc, ça veut dire que si nous devons faire notre critique, notre autocritique en tant qu'Africains, quand on dit les Noirs, les Blancs, nous ont fait ci, nous en sommes d'abord aussi responsables. Puis ce sont les Noirs qui faisaient des captifs et qui vendaient aux autres. Est-ce que nous sommes toujours en période précoloniale ou en période coloniale? Non, d'abord, on n'est pas encore en période coloniale. D'accord. Ah oui, non. Toujours en période précoloniale. Oui, justement,
si on parle de l'histoire, il vaut mieux faire notre critique pour que ça change demain, que vous comprenez bien. Donc ça veut dire d'abord nos responsabilités en tant qu'Africains, en tant que Béninois, en tant que Togolais, tout ce que vous voulez là. Nous avons nos responsabilités. Puis ce sont nos rois qui faisaient des esclaves, qui les vendaient aux autres, et ainsi de suite. On ne nous considère pas. Bien, voilà quelques éléments par rapport, en parlant des empires qu'on a eu à énumérer, et de Ghana, le Mali et tout, ce que vous voulez, Songhai et tout. Bon, bref. Et c'est ainsi que, vous voyez, ces grands ensembles-là, avec leur puissance, parce que quand vous êtes militairement puissant, bon, vous dominez les autres. Oui, tout à fait. Bon an, mal an, quand les Européens ont découvert les Noirs et tout, voilà comment ils ont trouvé, comme je dis, une sorte d'activité générative de revenus. Je dis bien, activité de revenus. Ils sont contents de vendre les autres et pour s'enrichir. Et ça ne suffit pas, puisque s'il y a des endroits où il y a des Noirs aussi résistants, il vaut mieux aller s'y installer. Mais avant de venir alors à la colonisation, comment ces royaumes étaient un peu organisés en quelques phrases? Exactement, non. Comme je le disais au début, là, une fois que vous connaissez, vous avez des relations, tout le monde connaît les frontières, il se connaît les limites et tout ça, les limites et tout ça. Il y en a donc qui entretiennent des relations, de bonnes relations. Mais il y en a aussi qui cherchent, d'une manière ou d'une autre, à affaiblir l'autre pour l'instruire. Et le fonctionnement. Exactement. Que dirons-nous du fonctionnement? Non, le fonctionnement est très simple. À partir du moment où vous avez été associé à un ensemble grand, par rapport à l'épée maniée, vous n'avez pas beaucoup de décisions à prendre là, vous comprenez bien. Mais si c'est par négociation, par entente et tout, et que les gens reconnaissent votre autorité et tout ce que vous pouvez faire, vous le faites ensemble, vous prenez les décisions ensemble, ce n'est pas la même chose, vous comprenez. Et ceux-là, justement, qui ont été, par rapport, ils ont subi donc, de l'épée maniée, ne dites pas d'aller bénir ceux-là qui les ont conduits dans ce sens-là, dans ce domaine-là. Donc voilà pourquoi, au niveau de certains royaumes, il y en a qui sont plus vastes que d'autres. Et parmi ceux-là qui en arrivent à s'entendre par rapport à la guerre, là, sont ceux qui forment ce grand empire en question. Et c'est ainsi que, quand je parlais d'Abomey, qui avait donc vous voyez les peuples que les Aboméens arrivaient à attaquer, ainsi que on avait des royaumes, pour Porto Novo, et tout, royaume, en remontant dans la région quand on voit de Savi, en remontant le nord, vous savez, les Dassa, Sabalou, mais alors, lorsqu'on remonte vers le nord, on a quoi? À l'époque, ici, toujours dans la période précoloniale, l'espace, je dis bien l'espace que gérait Niki. Je dis bien quand je vais dans le nord. L'espace que gérait Niki était un espace qui était estimé à près de 102 000 km². 102 000 km². J'ai dit bien 102 000 km². Notre pays a combien de kilomètres carrés? 112 000 km². Donc à l'époque, avant la période précoloniale, voilà pourquoi on parlait de Niki. Or, au niveau de Niki, ce n'est pas n'importe qui est rentré pour faire n'importe quoi. Voilà pourquoi, du point de vue historique, il n'y a pas eu beaucoup d'écrits, n'est-ce pas, sur Niki. Et c'est pour cela, je ne vais jamais parler, puisqu'on est là, dans la question d'histoire, je suis là pour pouvoir dire, par exemple, si on parle de l'empire de Niki, ça ne vient pas, par exemple, d'une préfabrication, mais on dit quand on dit Sinaboko, là, c'est le roi des rois. C'est ça. Alors le roi des rois, dans d'autres contextes, c'est ça qu'on appelle empereur, vous comprenez bien. Tout à fait. Et lorsque les plans maintenant ont commencé à pouvoir connaître la pénétration à partir du sud. Mais alors, le premier blanc qui a mis pied à Niki, Lord Lugard, moi, j'ai ce qu'il a écrit sur Niki. Juste un extrait. D'accord. Parce que nous sommes là, exactement, un extrait. Il faut qu'on évolue. Donc on va évoluer, Voilà l'expression, par exemple, de l'anglais, Lord Lugard, qui est le premier élément qui justifie le caractère d'empire de Niki, parce que le patron, Niki, c'est roi des rois.
Alors, voilà ce qu'il a eu à dire. Et en 1894, il a dit, le Borgou est approximativement parlant compris entre le 12e et le 9e degré de latitude nord et entre le 1er et le 4e méridien de longitude est. Il comprend environ 102 000 km², soit plus de la moitié de la superficie de l'Angleterre et du pays de Galles. Il a comparé à son pays d'où il est venu. C'est le premier plan qui a mis pied à Niki. Et voilà, c'est l'extrait. Exactement. Et c'est après, justement, entre-temps, les rois qui a de la partie méridionale étaient aux prises avec les Français vers le sud ici. Et lorsqu'ils ont fini avec affaibli, fini avec Béhanzin, en 1892, ils ont tenté maintenant de remonter vers le nord. Jusqu'à la latitude de Tchaourou, où ils ont leur base militaire. J'ai sorti un document sur leur base militaire dans la communauté de Tchaourou. Et là aussi, le premier, quand ils ont signé maintenant le traité de Niki, comme par hasard, le Sinaboko qui était au trône, c'est le Hongo, il était aveugle, c'est le Hongo. Comme par hasard, c'est son petit-fils qui est actuellement autonome à Niki. Voilà ce que lui, lorsqu'il a réussi à signer le traité avec le Sinaboko, entre-temps, les Anglais qui étaient les premiers arrivés, le 10 novembre, a signé un traité avec l'imam et croyaient qu'il ne pouvait pas avoir accès au Sinaboko, croyaient que c'était l'imam, et l'imam c'est lui qui prie seulement pour le Sinaboko. Et lui, il a réussi à signer le traité avec le Sinaboko, qui a annulé le traité signé par Lord Lugard. Si c'était le Borgou serait sous, n'est-ce pas, la colonisation anglaise. Voilà aussi juste un extrait. Un extrait, qu'est-ce qu'il dit? Oui, non, un extrait, un extrait. On dit, voilà, ça c'est c'est le 28 qu'ils ont signé, et le lendemain, le 29 novembre 1894, et voilà, je lis sa lettre. Mon cher Olivier, parce que la ministre qui l'a adressé cela, mon cher Olivier, nous venons de notre blanche main de signer le traité de Niki, qui met sous le protectorat de la France le vaste empire du Borgou-Bariba, limité au sud, Togo, Dahomey, territoire de Lagos, en parenthèse, Ilori, Eastern, est, Niger jusqu'à Gomba, exclu, nord, parallèle de Gomba, Saberman et Gourma, ouest, Soudan, cour supérieure de la Volta. Et voilà, voilà ce qu'il a dit au niveau de ces courriers. Et nous étions le 29 novembre 1894, on le rappelle. Exactement, on le rappelle, on est en 1994. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que un certain nombre de réalités sur le terrain. Donc, quand on regarde tout ça, et ça continue, tout ce qu'il a écrit, on voit... On ne peut pas tout lire ici parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Exactement. C'est pour ça ceux qui voudraient avoir plus de détails par rapport à ça, le document-là, ils peuvent voir aussi que dit alors pour faire la transition entre la période précoloniale et la période coloniale? La période précoloniale, maintenant, on était à la période précoloniale. Oui, voilà. Je dis, que dit pour conclure la période précoloniale? Voilà. Et une fois que les gens sont venus d'une manière ou d'une autre, quand ils ont fini avec la partie, la partie méridionale qu'ils avaient dominée, il restait le passe donc du nord. À partir du moment où ils ont signé le traité de protectorat avec le Sinabo qui, dans l'espace, allait jusqu'à Dosso. Je dis bien jusqu'à Dosso. Partir d'ici, jusqu'à donc de Savie était compris dans Saint-Assam. À l'est, et jusqu'à, bien sûr, au Nigeria, là-bas, le Bartel Local Government, et à l'ouest, au-delà donc jusqu'au Burkina Faso, là-bas. Donc voilà l'espace que dirigeait, n'est-ce pas, le Sinaboko en 1894, où le traité avait été signé. Comment s'est opérée alors la pénétration coloniale, cher professeur? Très bien. La pénétration coloniale, c'est comment? Une fois qu'ils ont fini avec le Béhanzin, donc ils continuaient leur évolution vers là.
Et c'est à ce moment-là, justement, que tout ce que je vous ai dit, et ça a commencé, tout ce qu'il avait là, et tout ce qu'il avait comme traité, pour pouvoir signer le traité. Donc, il y a le truc de Saka, quand vous entendez parler de Saka Yeluma, oui, Saka Yeluma, en 1997, voilà, une fois qu'ils ont mis pied dans le Nord, donc ça a suscité beaucoup de révoltes, beaucoup de résistance, aussi bien dans la partie orientale, dans la partie septentrionale, de l'Ouest et tout ça là. Et vous comprenez, Ndali et tout. Or, entre-temps, avant, quand les Français, eux, évoluaient vers le Nord, ce sont les Allemands qui étaient les premiers, à mettre pied jusqu'à Ndali, là. D'accord. Quand vous allez à Ndali, il y a la tombe de Wolf, là, oui, parce que quand ils ont pris le Togo, et où ils ont leur base, la base de Bismarck, c'est au Togo, ils avaient dit qu'il restait le pays Bâtonneau. Et c'est là qu'ils considéraient que le pays Bâtonneau était la clé de l'Interland. S'ils arrivaient à prendre le pays Bâtonneau, donc ils avaient l'ensemble. Et ça a été, ils ont échoué de 1888, 89, 90 et 91. Ils ont renoncé au pays Bâtonneau. C'est à là maintenant que les Français qui ont fini avec les rois de la partie méridionale sont remontés maintenant pour faire face, n'est-ce pas, à Niki, et pour en arriver à signer ce traité dont nous parlons là. Et c'est un que quand on entend parler de Saka Yeluma, j'ai les premiers régions en 1997, et finalement, ils ont réussi à avoir le truc. C'est ainsi que la notion de Dahomey s'est étendue. Sinon, le Dahomey s'arrêtait, j'ai dit bien, s'arrêtait au niveau de Save. C'est-à-dire ça avait éteint au niveau de l'Empire. Donc, Niki, le nord là-bas, n'était pas du tout dans ce que j'appelle Dahomey et dépendant. Ne dépendait pas du tout. La dépendance dont il parle là, ça s'arrêtait au niveau de Dassa, Savalou. Et de l'autre côté, alors là, c'était totalement ordre. Et eux-mêmes, ils l'ont dit dans leurs documents. Voilà. Et voilà. Et là, encore pour dire que je ne raconte pas n'importe quoi, dans leur courrier, ils ont eu à dire, quand ils ont vu le truc de Wolf, qu'ils ont fait un enterrement, et ils ont précisé ceci. 2 jours plus tard, Albi fait signer un nouveau traité au roi donc de Niki, en donnant au royaume Bariba des limites aussi erronées que fantastiques. Et Victor Ballot verra les possibilités de parade, division du Borgou en 3 royaumes indépendants et séparation du Tchad des États Bariba. D'accord. Donc vous comprenez, ça vous dit que pour pouvoir avoir les gens, pour les fragiliser, voilà comment. Mais il y a eu quand même la résistance. Ah oui, la résistance, absolument. Mais pourtant, on a fini par être colonisé par les Français. Oui. Au Togo, à côté, il y a les Belges qui ont colonisé. Les Allemands plutôt, oui, qui ont colonisé. Et donc, dans tout ce processus-là, comment le Dahomey a fait pour ne pas quand même plus tenir devant cette vague de colonisation? Oui, bien entendu, il ne peut pas tenir dans la mesure où, et c'est là que vous avez posé une belle question. Vous savez que dans ce pays-là, je dis bien au moins pour le cas du Bénin que je connais, il y a des populations qui disent, quand est-ce que les Blancs là vont encore revenir? Oui. Dans mes recherches, moi, on dit, quand est-ce que... Parce qu'il y en a qui considèrent les Blancs là comme des sauveurs. Ceux-là qui subissaient des coups de force, des menaces, des autres qui se sentaient plus forts, vous comprenez que ne peuvent pas s'entendre. Et pensent que les Blancs sont encore mieux que ceux-là qui sont les leurs, mais la manière dont ils les traitent. Mais écoutez, est-ce que ce ne sont pas ces rois qui vendaient les esclaves? Et ces esclaves qui faisaient qu'ils vendaient là, c'est au milieu, les autres ne sont pas des esclaves d'autres ethnies ou bien d'autres races. Vous comprenez bien. Donc il faudrait comprendre entre celui qui exploite et celui qui est exploité. Est-ce qu'ils doivent avoir les mêmes comportements? Non. Parce que dans les régions, les gens disent, quand est-ce que les Blancs vont encore revenir? Parce que déjà, quand et la pénétration coloniale est passée de la partie méridionale en remontant. Alors, ceux qui sont déjà les premiers, qui sont soumis,
et qu'on amène vers les autres. Alors, eux se considèrent déjà, parce que ils représentent les Blancs, le Blanc considéré comme une puissance, comme une force, comme quelqu'un, et bon, on ne peut pas toucher des trucs. Exactement. Et la manière dont ils traitent les populations, parce que l'école n'existait pas. Vous comprenez bien. Alors, donc, pour eux, ils représentent le Blanc. Donc, le Blanc, c'est le symbole de la force. Donc, ce sont nos contradictions internes qui étaient des facteurs de notre domination. C'est ça. Et les Blancs se sont installés. Exactement. Et ont commencé par mettre les nôtres à l'école. Exactement. Hein? Et attendez, en mettant les gens à l'école, là encore, il y a encore des nuances très importantes. Parce que les rois, quand on disait d'envoyer les enfants à l'école, mais les rois n'envoyaient pas leurs propres enfants. Ils envoyaient qui? Ils envoyaient justement les enfants des esclaves et tout ça, parce qu'ils ne comprenaient pas encore l'école. Il a fallu du temps pour que les gens comprennent que... Voilà. Et ça constitue l'un des problèmes que les gouvernements, du point de vue politique, rencontrent dans les différents pays. Parce que vous êtes originaire, comment on appelle, vous sortez donc du royaume, vos ancêtres sont des rois, mais la manière dont on vous regarde, vous, là, par rapport à ceux aux enfants, et vous, les gens de votre âge, et qui avaient été meurtris par vos parents, est-ce que, sincèrement, c'est pour vous bénir? Non, point du tout. Et c'est ce qui a constitué le fait que cette faiblesse-là, pourquoi les Blancs qui ne sont pas nombreux, du point de vue numérique, qui viennent nous dominer chez nous, nous imposer leur langue et nous donner tout ce qu'eux, ils souhaitent que nous puissions faire. C'est ça notre problème. On n'a pas été capable, en tout cas, qu'on le veuille ou pas. Jusqu'à maintenant, ça se trouve dans la tête de beaucoup. S'il y a la plupart des problèmes politiques que nous avons dans la plupart de nos pays africains, là, il faut remonter à ce temps-là. Quel était le type de relation, de rapport que ces peuples avaient entre eux avant que les Blancs n'arrivent. Quand les Blancs sont arrivés, quelle a été leur attitude face à ce Blanc-là? Au lieu de le considérer comme un ennemi commun qu'il faut combattre, qui est moins nombreux, enfin, qui sont moins nombreux que nous, mais il en a trouvé des gens pour dire, pendant que d'autres les adulaient, si on ne reste pas unis, on ne peut pas les combattre. On peut pas les combattre. Voilà. Comment on a fait alors le chemin vers l'indépendance? Ah oui, mais le chemin vers l'indépendance, c'est une très bonne chose. À partir du moment où, donc, on a été colonisé, vous avez vu, tout ce qu'on a comme il y a eu le Walfort, il y a eu tout ce qu'on voilà. Nos structures. Béhanzin déporté et tout ça. Exactement. Et maintenant, là, vous pouvez savoir comment nous avons fait quoi pour aller vers l'indépendance. L'indépendance. Quel chemin nous avons parcouru? Oui, attendez. Lorsque les Français, là, les Européens eux-mêmes, là, quand on parle de la Première Guerre mondiale, quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui concerne les Africains là-dedans? On est allé combattre, non? J'ai dit, attendez, on est allé combattre. Est-ce que c'est de notre gré? Est-ce que c'est de notre gré? Nous étions sous leur domination. Donc, chez eux, donc, ils avaient besoin de nous à un certain nombre de niveaux. Un, par rapport au nombre pour aller combattre. Deux, par rapport à la résistance aussi. Et la résistance et tout. Mais ceux qui sont au front, est-ce qu'ils ont encore le temps de parler de l'économie de cela? C'est encore nous. Donc, pour aller combattre, mais pour l'économie, regardez comment ils exploitaient nos richesses pour pouvoir entretenir les troupes au front. Vous comprenez bien? Tout à fait. Et pour la Première Guerre mondiale, jusque-là, comme les Blancs sont arrivés, ils ont utilisé le système comment on appelle, de soutenir d'abord le plus faible pour affaiblir le plus fort avant de venir à un troisième niveau. C'est ce qui s'est passé quand ils sont arrivés. Quand ils avaient, le problème, je vais être concret, le problème entre Abomey et Porto Novo, c'est quoi? Dites-nous. Voilà, quoi le problème? Est-ce que le Porto Novo n'est pas le premier à signer le traité de protectorat avec la France? Avant? Or, il a été élevé, et quand le président a été élevé, non, quand même, il appelle Abomey, non? Il est produit, vrai ou faux? Vrai. Alors, une fois que, à ce moment-là, lui, Abomey, il repoussait ces Blancs. C'est à ce moment que le dit, venez. Venez. Et on a entre les deux, là, est-ce que jusqu'à présent, si on est honnête, jusqu'à présent, est-ce qu'il y a une sincérité entre les deux?
qu'on soit au cadre ou paysan, est-ce qu'il y a sincérité? L'histoire a continué. L'histoire a continué. Ça n'a pas été accepté. Donc, les Blancs ont adopté leur système de diviser pour régner. Et c'est ce qu'ils ont eu à faire. Quand à un moment donné, on entend, on dit les gens du Nord, les gens du Sud, les gens du Nord, les gens du Sud. Ce sont eux encore. Quand on est arrivé là, on dit, mais voilà, les gens du Sud, là, ouais, comment ils vont vous faire? Ils vont vous faire cela. On les suit et de part et d'autre, donc, divisé pour avec Péperti, qui soutenait, comment on appelle, dans le Nord, et bon, à Petit, avec Pierre et tout, vous comprenez bien. Donc, ils ont adopté leur système de diviser pour régner. Maintenant, la seule chose qu'ils ont trouvé, c'est dans les deux guerres, là, voilà pourquoi on dit, ce sont des facteurs de notre libération. Parce que quand ils ont vu tout ça, les Blancs, on les considère comme des plus forts. Parce qu'avec les fusils et tout, et l'Africain dans sa tête, il raisonne en termes de gris-gris, quoi. Vous comprenez? Mais eux, ils ont le fusil. Exactement. Et lorsque, parmi les Africains qu'ils ont eu à prendre pour aller à la guerre là-bas, Dieu seul sait combien sont morts. Mais ceux qui sont au moins, les anciens combattants, quand on a vu les Blancs, ils mouraient comme eux aussi, c'est là où justement, première idée, me dit, mais ces gens-là, ils meurent aussi comme nous. Oui, c'est un premier facteur. Deuxième facteur, c'est quand il y a encore la Deuxième Guerre mondiale avec plus de gravité. Quand ils sont partis, alors là, en 1944, vous voyez, avec la conversion de Brazzaville et tout, la France avait chaud. Tout à fait. Et là, ils demandent finalement, c'est là où les Africains ont posé leurs conditions. C'est ça. Au début, finalement, qu'est-ce que nous, ce que nous voulons? La seule condition pour vous aider, là, comme vous êtes d'avoir la guerre et tout, on veut l'indépendance. Après la guerre, nous voulons l'indépendance. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Ils ne pouvaient que promettre, parce qu'ils avaient chaud. La confiance de Brazzaville en 1944. Alors, comme par hasard, ils ont remporté la guerre. Donc, l'Allemagne a perdu. Parce que si l'Allemagne avait gagné, peut-être Dieu sait là où se trouvait la France aujourd'hui. Tout à fait. Donc, quand ils sont revenus, ceux qui ont été tués là-bas, combien sont morts là-bas? Mais quand ils sont revenus, ils avaient promis, et comment on appelle, que quand ils vont finir là, ils vont leur donner l'indépendance. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ont gagné, ils sont revenus, d'où le système d'indépendance a commencé vers 1945, vous voyez, pour aller vers l'indépendance. Vers les 60, où voilà, nous avons eu l'indépendance. Exactement. Mais on nous dit que c'est le président Maga qui a proclamé l'indépendance. Qui était ce challenger? Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est le président Maga? Parlons-en. Je vous remercie beaucoup. Et à partir du moment où on a été colonisé, et on dit on tend maintenant vers l'indépendance. Vous comprenez bien. On dit, bon, il faudrait maintenant poser des actes progressifs vers l'indépendance. Prendre des actes qu'il faut et tout. En ce moment-là, ceux qui étaient les plus... C'était à Petit, à Romandégbé, tout ça là, donc pour les élections et tout. Alors, comment se fait-il que c'est Maga? Et c'est la question que tout le monde se posait. Qui était ce challenger? Lorsque il y avait, comment on appelle, pour les premières élections d'abord communales et tout, bon, les Blancs étaient encore là, ils n'étaient pas encore l'indépendance et tout. Et les Blancs, ils avaient leur liste, et ce qu'on appelle les indigènes. Les indigènes. Et bien entendu, c'est ceux qui étaient proches d'eux, n'est-ce pas, qui avançaient. Et comme ça, le cas donc avec le révérend Père au pied, vous comprenez. Père au pied. Alors, donc, lorsque pour les premières élections communales, on dit maintenant, maintenant vers l'autonomie, alors, pour les premières élections communales, qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions en quelle année ça? Disons, déjà en 1945, on a commencé et tout ça là, pour en arriver à ce qu'on ait des représentants, des représentants, tout à fait. Exact. Alors, vous êtes en train de parler de l'AOF comme ça? Pas encore l'AOF. On n'est pas encore indépendant. D'accord. Mais allons-y un peu vers l'indépendance, puisque le temps avance rapidement, professeur. Les gens comprennent, oui, à un moment on peut arrêter, mais il n'y a pas de problème. On peut encore continuer. On peut faire la suite après, d'accord. Alors, on est pour les premières élections, il y a
d'abord, on a dit maintenant, il faudrait une personnalité, quoi, que l'État, c'est une personnalité. Il faudrait donc un représentant pour comment on appelle la colonie du Dahomey. Un représentant. Et un représentant, bon, et il y avait déjà Apiti, il y avait Ahmadegbe, il y avait, comment on appelle, les voilà, donc il y avait cette là qui émergeait. Et finalement, bon an, mal an, on dit bon, que c'est Apiti. Mais pour la première communale, Ahmadegbe était bien implanté à Porto-Novo. C'est là, c'est structure. Il a été bien implanté dans le nord, dans le Borgou. Dans le Borgou. Et lorsque Ahmadegbe a été élu, il était très bien implanté à Branco et tout ça. Mais est-ce qu'il a siégé? Il n'a pas siégé, il n'a pas siégé parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que les gens le comprennent, c'est ce qu'on appelle les non-dits de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce qui s'est passé, très bien. Et ils ont dit à Ahmadegbe que Porto-Novo, c'est pour les goûts. D'accord. Porto-Novo, c'est pour les goûts. Lui, il est fond. Il est d'Abomey, il n'a qu'à retourner chez lui à Abomey. Voilà ce qui est l'origine de problème entre Ahmadegbe et Apiti, sans compter ce qui serait passé entre Béhanzin et Tofa. Vous voyez bien, c'est ainsi qu'il est quitté pour venir s'installer à, comment on appelle, à Cotonou. Quand on dit maintenant, on évolue pour l'Assemblée nationale, un certain nombre de sièges, mais on a donné pour le Dahomey un seul siège. Oui. On dit donc, il n'y a pas de problème parce qu'il y avait pour les Blancs le siège et pour nous, les indigènes, un siège. Naturellement, on a dit que c'est Apiti. Mais il y avait qui voulait cela, mais comme Apiti était bien implanté, c'est lui qui a été donc le premier député. Et c'était même, il n'y avait pas de liste, scrutin uninominal. Donc, il a été élu. Maintenant, on dit, en deux temps, bon, on a créé parti politique, Union progressiste dahoméenne, des trucs comme ça. Bon. Pour le deuxième mandat, là, on dit, ça c'est un scrutin de liste. Qu'on donne que le Dahomey s'est bien comporté, il faut accorder un deuxième siège au Dahomey. En étant, le Togo était annexé au Bénin, puisque les Allemands ont perdu la guerre et tout. Donc, on dit, il faut un scrutin de liste. Et c'est en ce moment-là, justement, qu'on dit, Apiti, qui est député sortant, il faut le reconduire. Alors là, ceux qui n'étaient pas d'accord dès le début avec Apiti, on dit non, il n'y en a pas question. C'est ainsi que ce problème s'est élargi entre Ahmadegbe et Apiti. Alors, d'une manière ou d'une autre, il ne voulait pas, avec les institutions, il ne voulait pas justement qu'Ahmadegbe. Vous verrez que pour son deuxième mandat, Apiti, c'est sur la liste de l'Union française qu'il est devenu député pour son second mandat. Mais entre-temps, pour la première législature, c'est Maga qui était son directeur de campagne. Oui, son directeur de campagne. Mais pour la seconde fois, c'est là justement, on dit, bon, comme il y a eu deux sièges, c'est là maintenant les élus du Nord, on dit, mais maintenant qu'il y a deux sièges, il faudrait qu'un siège reste dans la partie méridionale et un siège au Nord. Et en particulier, c'est Baga. Et c'est là, justement, que, en partie, ils ne sont plus là. Il y en a qui disent, mais qui ont dit que le Nord n'est pas encore assez mûr pour mériter un siège à l'Assemblée nationale française. C'est ce qui a révolté les gens du Nord pour dire, avec ou sans l'Union progressiste dahoméenne, eux aussi, ils iront à ce siège. C'est là, justement, qu'ils ont trouvé leur génie et ont trouvé pour dire, la liste doit avoir un nom, non? Quel est le nom qui peut permettre à tous les peuples de la partie septentrionale de se sentir concernés? C'est là qu'ils ont créé le groupement ethnique du Nord Dahomey. Et c'est ça, ce groupement ethnique du Nord Dahomey, qui a accroché la peau des gens du Nord pour dire qu'ils sont régionalistes. Voilà des questions de fond. Il faut le savoir, ça. Donc, et comme par hasard, ils sont partis. Et du côté de Apiti, on a dit non, je ne peux plus le reconduire. Il va être deuxième sur la liste. Et c'est là le revient. Lui-même était d'accord pour être second sur la liste. Lui qui est député sortant. Mais son soutien lui dit non, s'ils ne veulent pas reconduire tête de liste là, venez au niveau, quitter leur liste. C'est ainsi que
Apiti est revenu député pour le deuxième mandat dans l'Union française et non dans l'UPD. C'est ça. Dans l'Union progressiste dahoméenne. Voilà des questions de fond. Et à partir de ce moment-là, donc, un problème entre d'abord ici, deux, Manga maintenant qui était, vous comprenez, on a dit non, il n'était pas encore assez mûr. Bon, pas démontrer qu'ils sont partis. J'ai la liste là, avec le nombre de voix que chaque liste a eu. Oui, comment on appelle, Apiti est réélu pour son second mandat. Oui. Et ceux qui n'étaient pas assez mûrs pour mériter ces sont eux qui enlèvent le second siège. Voilà comment Maga est devenu une force politique avec laquelle il faut compter. Du coup, comme on évolue vers, comme on le dit, pour l'indépendance, oui, ben, on dit, bon, voilà les trois têtes maintenant, comment les trois têtes sont là. D'accord. Bon, maintenant qui pourquoi Maga? Pourquoi Maga? Je voulais en arriver, non, tenez-vous tranquille, on est là pour ça. Pourquoi Maga? Maintenant, c'était une indépendance négociée, c'est pas la guerre. Il y a la loi et tout ça là. Et bon, on a dit que c'est Apiti qui va être le premier président. Et ils étaient tous dans le... Apiti était vice-gouverneur. Ils étaient tous dans le gouvernement d'Apiti. Oui. Maga, les autres, étaient tous dans le gouvernement d'Apiti. Oui. Maintenant, on a dit, mais... Alors, maintenant que... Ahoma Degbe n'a pas oublié à digérer ce que lui a fait. Il a dit, il n'en est pas question. Comme ils sont trois, alors, on dit donc, ne veut pas. Et les autres avaient dit, bon, que Maga, etc. Finalement, pour l'indépendance, puisque la France avait promis l'indépendance, pour en arriver, on dit, bon, comme vous êtes trois là maintenant, allez vous entendre pour savoir qui va venir prendre le document de l'indépendance. Allez vous entendre. Allez vous entendre. Les trois se sont retrouvés. Oui. Alors, Maga, lui, il dit que parmi les trois là, qu'il est minoritaire. Et que ce soit Apiti ou Ahoma Degbe, lui n'a aucun problème. Il a pris son véhicule, il est parti. Encore les noms de l'histoire politique de notre pays. Le premier à l'appeler, c'est Ahoma Degbe. Il n'a pas oublié, il n'a pas digéré le coup qu'Apiti lui a joué au départ. Il dit, mais il ne faut pas laisser l'homme de Porto Novo la prendre. Il dit non, qu'il ne veut pas, qu'il n'est pas content, qu'il ne veut pas. Apiti ne sachant pas que Ahoma Degbe l'a appelé, c'est Apiti qui appelle maintenant, comment on appelle Maga, pour dire qu'il ne faut pas laisser l'homme la prendre. Il sait la même réponse, comment on appelle, à Apiti. Ahoma Degbe revient à la charge. Cette fois-ci, il appelle leur aîné, Oufouette Boigny, en Côte d'Ivoire, pour lui dire, bon, voilà ce que je suis en train de proposer à Maga et qu'il le refuse. Je voudrais que vous fassiez pression sur lui pour qu'il accepte. C'est ainsi que, c'est là encore les noms-dits de l'histoire politique de notre pays. Il a appelé, c'est Oufouette qui a appelé Maga pour dire voilà ce qu'on vous propose et que vous êtes en train de... Il dit, de toutes les façons, tôt ou tard, ça va se retourner. Il dit, non, le Dahomey, avec tout ce que le Dahomey avait comme renommé à l'époque, là, il faut prendre. Voilà comment Maga a accepté. Donc, une fois qu'il a accepté, la France les a invités, les 5 là, qui ont connu le conseil de l'entente. Mais est-ce que Maga, qui a remplacé Apiti dans son fief, il va se sentir en sécurité? Non, pas voilà, vraiment. Donc, quand il est parti, bon, Premier ministre et tout ce que vous voulez, président de la République, donc, il ne pouvait pas se sentir en sécurité, surtout qu'on a dit que c'est pour les goûts et qu'il n'est pas goût là. C'est ainsi qu'il est venu s'installer à Cotonou. Voilà. Il n'y avait pas de palais. Quand on entendait parler du petit palais, qui a été peut-être détruit ou reconstruit, je ne sais pas quoi, c'est là qu'il est. Alors, la France, bien sûr, qui sait là où elle va pour construire le palais de la République. Où est-ce qu'il faut construire le palais? C'est là où se trouve le président. Absolument. Voilà comment le palais se trouve à Cotonou et non à Porto Novo, qui est la capitale de notre pays. Et en 1960, il a proclamé l'indépendance. Bien entendu, en 1960, il a proclamé l'indépendance. Voilà comment ceux qui se demandent pourquoi c'est Maga, voilà pourquoi c'est que j'en sais. Vraiment, je pense que vous avez balayé en quelques minutes cette histoire pour nous permettre quand même de voir clair ce qui s'est passé. Aujourd'hui, si on va faire une similitude entre, pour finir, entre cette période et les guéguerres qu'il y a eu et ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que cette même réalité ne demeure pas? Est-ce que ça ne plombe pas notre pays? Comment devons-nous faire alors pour aller
pour laisser tomber ces considérations et aller vers une vision commune qui va nous aider au développement. Je vous remercie beaucoup parce que c'est ce qu'il nous fallait. Alors, donc, une fois que c'est parti comme ça, donc finalement, Apiti a compris que l'affaire là, ça devient sérieux. L'entente entre Ahoumadegbe et Maga, que c'est un danger pour lui. Voilà pourquoi il a tiré Maga de son côté pour qu'il soit le vice-président contre Ahoumadegbe à l'opposition. Donc, finalement, comme aussi les peuples, les gens se concertent et tout, pour dire finalement, troisième année, ils sont à leur troisième année. Et donc, de pouvoir, quand les hommes finalement, ils ont tout fait pour que cette fois-ci, Ahoumadegbe et Apiti s'entendent. D'où cette entente entre Ahoumadegbe et Apiti contre Maga, qui est à la base du premier coup d'État de 1963. C'est ça. Et pour dire maintenant, et c'est là ils ont dit que les gens de Regbessou se sont retrouvés dans une alliance solide comme un roc pour construire le Dahomey de leurs ancêtres. Et c'est ainsi qu'il y a l'axe Abomey, Alada, Porto-Novo contre l'hégémonisme du Nord. Voilà le problème d'instabilité. Comme ils se sont retrouvés à Piti, président de la République, Ahoumadegbe, vice-président, même Ahoumadegbe, lui, dans sa tête, c'est lui qui voulait être président. Donc, finalement, il n'y a pas eu une sincérité entre les deux. Et voilà comment, sur de 63 à 72, là, il y a ce qu'on a appelé l'instabilité chronique qui n'est arrêtée que par le coup d'État des militaires en 1972. Très bien. Professeur, pour donc vous permettre de conclure cette émission, puisque vous nous avez permis de comprendre un peu l'évolution de la période précoloniale, la période coloniale et à l'accession à l'indépendance, je pense qu'en tant que professeur, vous avez pu tout ramasser afin qu'on comprenne bien ce qui s'est passé. Professeur, pour conclure, que faut-il au Bénin avec la vision implémentée aujourd'hui par le président Patrice Talon pour véritablement décoller? Merci beaucoup. Merci bien parce que j'ai dit tout ce que, si on ne parle de l'histoire, ce n'est pas de l'amusement. L'histoire n'est pas, pas de l'amusement. Non, ce n'est pas de l'amusement du tout. Ça peut fâcher. Quelle que soit la nature de l'histoire, il faut la connaître pour éviter. Quand vous ne connaissez pas, vous allez peut-être commettre des pires bêtises. Parce que les généraux qui ont béni, qui ne savent pas. Non. Voilà pourquoi il faut connaître pour pouvoir éviter. Et ça, c'est valable partout, même au niveau des royaumes, au niveau des chefferies. Quand un chef ne connaît pas ce qui s'est passé par rapport à il ne peut pas bien diriger le peuple. Et c'est en cela que, en toute sincérité, nous, là, au Bénin, ce que nous devons faire, c'est de connaître notre histoire. En réalité, qui n'est pas de quelque part. La question de régionalisme, il est régionaliste, mais qui n'appartient pas à une région. La région, je suis géographe. Mais ce qui nous tue, pour moi, c'est mon point de vue. Je dis c'est mon point de vue, ça n'engage que moi ça. Oui. C'est le sectarisme qui nous tue, d'hier à aujourd'hui. Il est du Nord, il est du Sud, il est de ceci, qui n'est pas de quelque part. C'est mon point de vue. Donc, le régionalisme, la région, c'est un espace naturel. C'est pas là où se trouvent les montagnes, là où se trouve la mer, là où se trouve... Ce n'est pas nous qui l'avons. Les régions, ça. Même en France, quand on parle des régions, c'est sur la base des régions qu'ils ont eu à mettre. Donc, donc, ça veut dire que... Il faut qu'on se départisse de cette considération. Exactement. C'est de voir concrètement tel individu, tel cadre... Qu'est-ce qu'il a apporté à son pays? Chacun a des potentialités. Quelles sont des potentialités? Si on met ensemble les potentialités que nous avons au niveau de chaque individu, c'est pour ça que le créateur, qu'on l'appelle Dieu ou quoi là, il n'a pas créé deux individus identiques, mais les vrais jumeaux sont différents. Donc c'est pour dire qu'en tant qu'individu, tout seul, vous ne pouvez pas tout avoir. Et c'est là l'erreur d'abord que les différents chefs d'État commettent dans la plupart de nos pays, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique ou aux États-Unis. Quand quelqu'un est là, il pense qu'il oublie même qu'il y a Dieu. Non, c'est des questions de fond ça. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire maintenant, il faut connaître ce qu'on a traversé, pour qu'on en arrive
jusqu'à ce qu'on trouve des solutions entre nous avec la conférence nationale. Là, on s'est assis, on s'est entendu, on a évité la guerre. Vous comprenez? Oui. Donc, une fois qu'on a évité la guerre, ensemble, on a dit, voici ce que nous devons faire. Et dans ce que nous devons faire, c'est chacun a des tâches jusqu'au niveau de nos paysans. Absolument. Et c'est sur cette base qu'il faudrait que, voilà, quand vous prenez notre pays, là, regardez la plupart de nos produits agricoles. Nous sommes riches sur le plan agricole. Qu'est-ce qui nous manque? Mais chez nous, là, d'abord, nous commettons des erreurs. Quelles sont les erreurs? Lorsque vous avez des produits... Pour ça, on va finir. Non, on va finir là. Non, on va finir. Le temps est passé. Non, d'accord, je vais m'en arrêter là. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, depuis hier à aujourd'hui, il y a une erreur que nous devons corriger. Là où il y a des potentialités au niveau régional et tout, il faudrait mettre l'accent là-dessus. Mais prendre... on a eu beaucoup d'échecs, tout simplement parce que on a mis des actions en programme, des problèmes de personnes par rapport au pays. Voyons quel est l'intérêt de la nation. Merci. C'est bien dit, professeur. Voyons, chers téléspectateurs et chers citoyens, vous qui nous avez suivis, vous avez tout compris. On a fini par voir qu'il faut mettre l'intérêt commun en jeu et non la guerre de personnes auxquelles on se livre inutilement. Voyons notre nation pour que ça soit un et indivisible, voilà comme on le dit. Et donc, mesdames, messieurs, nous sommes au terme de cette émission qui a été conduite de main de maître par Marcel Yedo à la réalisation. Au son, c'est Gérard Roussa, Alain Alou, Emmanuel Agodjelou. Toute l'équipe est là. Et dans les coulisses, bien sûr, Omar Adéandjou à la supervision. Nous avons donc reçu pour vous Léon Bani Biobigou. Il est professeur titulaire de géographie humaine des universités CAMES, enseignant-chercheur. Administrativement, il est à la retraite, mais un chercheur ne peut pas aller à la retraite. Il nous apporte beaucoup. Vous l'avez suivi sur ce plateau. Merci, professeur, pour avoir partagé vos connaissances, votre expertise avec nous aujourd'hui dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire de notre pays. Merci, professeur. Pour ceux qui sont à la radio, Mori Agua vous a présenté cette émission. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.